L'instant Lovecraft, c'est le 88. Alors, s'il y a une chose qu'il ne faut pas me demander, c'est pourquoi à tel moment on va voir à telle chose. C'est lié où j'en suis des traductions, où j'en suis des autres travaux, où j'en suis de la période extérieure. Et là, j'avais envie qu'on aille voir sur ce qui revient toujours comme une légende. C'est ce qu'on appelle The Death Diary, c'est-à-dire journal de la mort. C'est une appellation qui est venue comme ça, qui s'est établie, qu'on ne peut pas remettre en cause, mais bien sûr, jamais H.P. Lovecraft n'aurait intitulé Calepin Death Diary. On en a parlé souvent, c'est pour moi un objet que je vénère. En 2015, à la John Hay Library, j'ai pu disposer dans mes mains de 2 des carnets préservés de Lovecraft. Son carnet de 1925, tous les jours à New York, et son carnet de 1933, mais sur un petit calepin un peu plus luxueux. Je me suis expliqué du pourquoi en son temps, qui datait de 1927. En tout cas, est attesté aussi qu'en 1928, par exemple, dans un sac qui lui est un sac de carton bouilli noir de voyage, où il avait aussi sa petite lunette pour regarder les maisons, qui lui est volée sur le bateau qui fait la liaison Albany-New York, eh bien, il perd son petit diary. Alors, c'est quoi ces petits diaries? Je les ai montrés aussi plus en détail. Vous savez, c'est au départ, on a un calendrier, à la fin, le calendrier de l'année suivante. On a des pages pour tenir ses comptes, les recettes, les dépenses. Souvent, Lovecraft les tient scrupuleusement. On a à qui ça appartient, quel est votre numéro de téléphone en tête. Et on peut même installer la taille du faux-col, la taille des chaussures. Et Lovecraft le fait. Et puis, ces renseignements sur les poids et les mesures, le nombre d'habitants des villes, un petit atlas. Alors, tous les ans, donc, et pour celui de New York, c'est vraiment il est couvert d'écriture extrêmement serrée. Eh bien, en 1937, Lovecraft commence un de ses nouveaux petits carnets agenda. Et évidemment, le 15 mars, ça s'arrête. Juste prendre quelques minutes pour recontextualiser un petit peu cette écriture et le rapport qu'on peut avoir avec elle, et puis où ça se trouve. Alors bien sûr, la grande dette est toujours à S.T. Yoshi, cette grosse biographie, maintenant disponible en français, 2 tomes, High Providence, et puis tout à la fin, malheureusement, le problème des biographies, c'est qu'on est forcé de les conclure avec la mort de l'auteur. C'est difficile d'y échapper. Yoshi s'en tire avec dignité, se contente de donner le maximum d'éléments concrets possibles. C'est pas si facile de les collationner. Par exemple, c'est les registres de l'hôpital. Par exemple, c'est les différentes lettres de la tante Annie Gamwell. C'est bien sûr les témoignages de quelques correspondants. Un gars qui s'appelle Brobst, B-R-O-B-S-T. Peut-être qu'on reviendra sur ce Brobst qui était très présent dans les 2 dernières années de vie de Lovecraft, qui n'était pas du tout quelqu'un du monde de la littérature, mais ce Brobst est celui qui a témoigné le plus près des derniers jours de H.P. Lovecraft. On a un autre aussi qui s'appelle O.L.S. Conover, qui a publié ça dans un grand album avec le maximum de lettres, de petites cartes. Alors évidemment, quand le facsimilé de la lettre où Lovecraft dit qu'il est malade, évidemment ça fait mal au cœur, mais j'ai toujours été un petit peu mal à l'aise avec ce gros truc Lovecraft at Last, parce que on a l'impression que Conover cherche avant tout à se faire mousser un peu lui. Qu'est-ce que c'est déplaisant. Laissons-le tomber.
pour l'instant, les personnes qui comptent à l'époque, c'est-à-dire que les correspondances, donc il y a la correspondance avec August Dallas, qui est à Madison, Wisconsin, qui va être celui qui va éditer les textes de Lovecraft, mais qui va vivre de très mauvaise façon le fait que Howard Phillips Lovecraft est nommé comme légataire Robert Barlow, Bob Barlow, qui est un type avec qui c'est comment... Vous savez qu'avec Barlow, la correspondance a commencé quand ce gamin a 13 ans. Et puis ensuite, il y a les voyages, 2 fois de suite. Lovecraft va séjourner en Floride, une fois presque 4 mois, dans la famille de Barlow, les parents étant présents, d'autres fois pas. Donc c'est une relation qui est évidemment très complexe. Barlow arrive à 18-19 ans quand Lovecraft meurt. Et ce qui est un petit peu pathétique, c'est que quand Lovecraft se part à l'hôpital, le 11 mars 1937, Annie Gamwell, c'est Barlow qu'elle va prévenir le premier. Barlow immédiatement répond par téléphone qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut, qu'il arrive. Et puis, le temps que les courriers s'échangent, il reçoit un deuxième télégraphe de Annie Gamwell, qui est extrêmement bref. Lovecraft est mort. Il n'y a plus rien à faire. Merci. Howard died this morning. Nothing to do. Thanks. Et Bob Barlow va quand même venir. Autobus, train, il est dans le Texas à ce moment-là. Il met 2 jours plus pour venir. Et quand il arrive, Lovecraft vient d'être enterré. Mais il a accès à la pièce où vivaient Lovecraft et Annie Gamwell. Et le premier réflexe de Barlow va être de faire 2 photographies de la chambre où vivait H.P. Lovecraft. Et je crois que c'est ce lien aussi que j'ai avec le Death Diary. C'est que ces 2 photos, il n'est pas possible de les regarder comme le décor, comme que la banalité de choses, comme ici. Ouais, moi aussi, j'ai mes bouquins, j'ai mon siège, truc. Bon, on n'est pas à la même époque, pas le même endroit, ça n'a rien à voir. Mais on voit l'espèce d'empreinte vivante de Lovecraft, alors que Lovecraft est mort. Et ces 2 photos, moi, je les porte toujours, et c'est un dialogue en cours avec un ami réalisateur qui s'appelle Sébastien Logman, Logman. Allez voir son Instagram, vous pigerez tout de suite ce qui se passe. Et Barlow, en tant qu'exécuteur testamentaire, Lovecraft a laissé un texte très précis qui s'appelle Instruction in Case of Disease, Instruction en cas de décès, qui est la liste des cadeaux qu'il veut faire. Tel livre va à Frank Belknap Long, telle chose va à un tel. Sa collection de magazines Weird Tales doit aller à un tel. Il laisse des choses à tous ceux qui ont compté dans son espèce de sphère des derniers temps. Et par contre, il lègue à Barlow l'ensemble des manuscrits. Mais l'ensemble des manuscrits de Lovecraft, c'est énorme. C'est-à-dire que Barlow n'est même pas en condition de les emporter, ni en Floride, ni en Californie où il est étudiant. C'est là où il aura ce réflexe majeur, c'est de les confier à la bibliothèque universitaire, en disant simplement cet écrivain vient de mourir et il vivait depuis des années juste là, dans l'environnement immédiat de l'université, qui a même été propriétaire, je crois, de la maison Barnes Street. Et Barlow obtient que la John Hay Library, c'est-à-dire la bibliothèque universitaire, prenne en charge le dépôt brut des papiers de H.P. Lovecraft. Et c'est seulement dans les années 70, Lovecraft ayant conquis sa stature, que commenceront les investigations, le catalogage. Et quand j'ai eu accès, moi, à mon manuscrit de Lovecraft, alors on travaille le plus longtemps possible sur les facsimilés, salle d'études générale, et puis sur rendez-vous, eh bien, on va dans cette salle aseptisée, mais ma déception, on m'a même pas demandé de mettre des gants, ni quoi que ce soit, et on vous amène ces petites choses originales.
Et de la même façon qu'il se passe pour celui-ci, ces espèces de sky perdent leur poussière, se délitent, et l'état de conservation de ces deux petits cahiers qui subsistent, et ça m'a fait un petit peu peur. Alors la relation de Barlow au manuscrit de Lovecraft a commencé bien avant. Par exemple, ce qu'on appelle le Commonplace Book. Vous savez, ce que j'ai produit en édition bilingue. Et maintenant, elle est au point, figurez-vous. C'est de 1919 à 1934, plus des compléments encore ensuite. Un petit cahier qu'il a cousu lui-même, calligraphié aussi, Commonplace Book, et sur lequel il a noté 221 idées de récits fantastiques. Donc une merveilleuse mine pour l'invention. Et en 1934, donc 2 ans plus tôt, Barlow, et en 1934, 2 ans plus tôt, Barlow et Lovecraft font un échange. Et Lovecraft le marque, le calligraphie, sur son petit classeur lui-même, c'est-à-dire que Barlow hérite du manuscrit et fournit à Lovecraft en échange une transcription dactylographiée sur un petit classeur à œillet, petite fiche perforée, du même format d'ailleurs, sur lequel Lovecraft va continuer d'annoter, corriger, compléter, ce qui rendait pas simple le travail d'édition critique de ce manuscrit, qui n'avait pas été fait. C'est la même chose pour un autre manuscrit essentiel de Lovecraft, In the Shadow of Time, qu'on traduit nous par Dans l'abîme du temps. Manuscrit que Barlow a dactylographié, transcrit. Barlow a souvent fait ça, transcrire, quelquefois même de façon assez rapide, assez fautive, et c'est un des problèmes de l'établissement critique des textes. Et vous savez qu'en 2004, longtemps après, peu de temps par rapport à nous, une dame à Hawaï, dans les affaires après le décès de sa sœur, découvre ça, voit ce mot Lovecraft, elle a vaguement l'idée que Lovecraft, ça lui dit quelque chose. Et donc elle prendra contact, alors à l'intelligence de ça, avec Yoshi. Barlow se suicide au Mexique début des années 50 dans une affaire de chantage des étudiants qui prétendent mettre au jour son homosexualité. Ça pardonne pas à cette époque-là. Il préfère le suicide. Eh bien, une de ses étudiantes avait reçu en dépôt ce manuscrit. Elle l'avait conservé tout au long de sa vie. Vous voyez cette complexité d'harmonique. Et moi, c'est un petit peu mon boulot ici, de mettre en place ce nuage de forces, d'éléments, de visages, de personnes qui sont autour d'une écriture qui nous émeut et sur laquelle il y a du mystère, tout simplement à cause de l'ultime silence. Barlow emmène avec lui, pour sa propre collection de manuscrits, son Commonplace Book, le manuscrit de In the Shadow of Time, cet ultime petit carnet de son ami. C'est-à-dire, c'est un agenda qui est rempli pour le mois de janvier, pour le mois de février, et qui s'arrête le 11 mars. Lovecraft décède le 15. On a cependant la preuve que ce dernier petit carnet, il l'avait donc emporté avec lui pour ses 4 derniers jours à l'hôpital, mais que passé le premier jour d'admission à l'hôpital, il n'était plus capable de remplir quoi que ce soit. Lovecraft à l'hôpital est perfusé, parce que ça fait des jours qu'il ne mange plus, donc il y a une perfusion pour le nourrir, et puis il a aussi un cathéter pour drainer les liquides qui s'accumulent là où il a son cancer qui le ballonne terriblement dans l'intestin grêle, donc c'est pas beau à voir, et l'écriture arrête 4 jours avant la mort. Death Diary. Quelqu'un qui va faire le travail de publication, August Derleth, qui n'a jamais rencontré Lovecraft, qui est loin, à Madison, Wisconsin, mais qui est extrêmement actif, qui a une personnalité extrêmement généreuse, et qui est celui qui va développer ce concept un petit peu des personnages reparaissants, c'est-à-dire par exemple toute la mythologie de Lovecraft. Alors, est-ce que c'est une mythologie que Lovecraft a inventée ? Non, c'est plein de jeux, des jeux avec son ami Clark Ashton Smith en Californie,
des jeux parce que une partie de ces dieux et personnages qu'il nomme, il les a lui-même repris à Dunsany, grand auteur fantastique anglais. Mais c'est DRS qui va en faire un système. Et ce système, aujourd'hui, devient la figure dominante de Lovecraft, avec les jeux vidéo, les jeux de rôle et tous ces trucs-là. Mais c'est pas le fait de Lovecraft lui-même. Même si, dans Lovecraft, ce travail est présent. Par exemple, ce livre maudit qui s'appelle le Necronomicon, censé être écrit par un arabe fou, Abdul al-Azred, si on prononce, ça veut dire celui qui a tout lu. Évidemment, c'est dans Lovecraft, mais pas plus que ça. Derleth est très vexé que Barlow échappe à son autorité. Est-ce que même on peut considérer que dans la masse, par exemple, de ce que représente la correspondance, l'importance que nous on accorde aujourd'hui au Commonplace Book, au carnet de 1933 ou au Death Diary, ça lui était perceptible, et il se trouve donc que, d'une part, une grande chance, Barlow recopie dans une lettre manuscrite à August Derleth un résumé des extraits du contenu du Death Diary, qui est de toute façon laconique, pour les derniers jours de H.P. Lovecraft. Et ça, c'est le texte dont on dispose. Et je vous ai dit, par exemple, In the Shadow of Time, comment on va le retrouver 80 ans plus tard à Hawaï, comme les Commonplace Book. Là, on a la chance de disposer de cette dactylographie. Barlow, probablement que par affection, de la même façon que les photographies qu'il a effectuées de la chambre où vivait Lovecraft, après la mort de Lovecraft, le garde comme souvenir, et il est perdu. Donc, matériellement, on n'en dispose pas, et l'intégralité du texte, on n'en dispose pas. Alors, les outils. Donc, la source, c'est cette lettre où Barlow envoie à Derleth, mais dans un rapport tendu, qu'il n'est pas question qu'il cède à Derleth les manuscrits dont il est légataire. Hiyoshi nous a offert une série, pour moi, qui est un outil de travail totalement essentiel. C'est en 5 tomes, ça s'appelle Collected Essays. C'est la totalité des écrits non fictionnels de H.P. Lovecraft. Alors, ils sont classés par thématique. Le premier, journalisme amateur. Le deuxième, critique littéraire. Vous savez, les notes sur la fiction surnaturelle, les notes sur la composition littéraire. Volume 3, science, c'est-à-dire toute la période où le jeune Lovecraft était fou d'astronomie et a commencé en publiant des chroniques d'astronomie, mais aussi continuait plus tard. Il y a des articles sur Poincaré et Einstein et tous ces bouleversements de la science dans son époque. Un volume 4 qui s'appelle Voyage, son exploration de la ville de Québec, par exemple. On a l'impression d'un futur guide Baedeker. Alors, est-ce que Lovecraft se disait qu'à accumuler ses voyages dans le Vermont ou sur ses explorations de la côte Est en quête d'architecture coloniale, ces 2 voyages au Québec, ce serait plus tard un appui, peut-être même financier? Pourquoi pas? En tout cas, on n'a pas la réponse, mais c'est pas ça qui aurait fait survivre l'œuvre. Et puis le volume 5, Hiyoshi a rassemblé ce qui concerne les textes que Lovecraft écrivait sur la philo, des chroniques, sur le matérialisme, sur Nietzsche, et des documents autobiographiques, dont une transcription, mais un peu obsolète maintenant, du Commonplace Book. On a une autre chance, c'est que ces éditions qui s'appellent Hippocampus Press éditent aussi CD-ROM. Alors c'est le PDF, mais le PDF est indexé, ça veut dire qu'on peut chercher les occurrences, ça je m'en sers tout le temps. Il est en permanence sur le disque dur de l'ordi, et ce qui est la grande... ce que j'espère qu'il y aura un jour, mais ce sera trop tard pour moi, c'est tous ces volumes de la correspondance que peut-être vous apercevez là-bas dans le fond. Quand est-ce qu'on pourra aussi en disposer sous forme numérique? Ils vont pas tuer leur fonds de commerce, c'est déjà tellement difficile. Death Diary, on approche. C'est ici quelle est la transcription. On est dans le volume 5. Je vais la lire. Et ça fait 1 page et demie. Le paradoxe, c'est que dans ces tout derniers mois,
commençait presque à être un petit peu payé. Par exemple, c'est cette fin 1936 que enfin un de ces textes sera publié sous forme de livre. Simplement, il est tellement rempli de fautes et de coquilles, manuscrits non corrigés, que ça lui fera plus de peine que de plaisir. Alors, Breakfast, un donut de chez Waibossat Pure Food Market qui paye 1 cent et demi. Et puis, petite tranche de fromage. York State Medium Cheese, 6 cents. Un café avec un petit supplément de lait condensé, 2 cents et demi. Total pour le petit déjeuner, 10 cents. Et puis le déjeuner, une boîte de conserve de chili con carne, 10 cents. 2 tranches de pain, bone bread, sorte de pain de mie, 2 centimes et demi. Café et ses accessoires tels que notés ci-dessus, c'est-à-dire lait condensé et sucre en poudre, 2 cents et demi. Total, 50 cents. Total de la moyenne des dépenses alimentaires par semaine, 2,10 $. Petit appendice, juste après la mention boîte de chili con carne, il précise, quelquefois il alterne avec une boîte de corned beef haché, ou bien une boîte de haricots cuits, ou bien une saucisse de Francfort ou des boules de viande aux spaghettis ou un chop suey avec une soupe de légumes, etc., etc., etc. Donc sur la semaine, voici. Mais le total de la somme pour la semaine, c'est 2,10 $ en moyenne. Voilà le menu de H.P. Lovecraft. Alors longtemps, il y a eu ça traînait à dire « Ah, le pauvre Lovecraft, il mangeait tellement mal que ça a provoqué le cancer de l'intestin. » Alors aujourd'hui, je pense que c'est des approches qui sont plus compliquées. Évidemment, c'est des nourritures, par exemple, sans aucune fibre, donc favorisent que certaines protéines passent plus facilement, là où normalement, etc. Mais est-ce que c'est la misère qui a provoqué le cancer, ou est-ce que c'est parce que le cancer se développait que Lovecraft déjà ne mangeait presque plus? Évidemment, on ne pourra jamais le démêler. Quelque chose qui nous interroge aussi, par exemple, c'est les sensations d'hypothermie. Dans les 2 dernières années de sa vie, Lovecraft a tout le temps froid. Et dans cet hiver, dans l'année 1935, dans l'année 1936, cette sensation d'avoir toujours froid le conduit même à des choses qu'il trouve, lui, ridicules, s'équiper de plaid, tout ça. Il souffre d'avoir à se comporter comme ça, mais il est bien obligé. Un autre élément aussi, cet hiver n'est pas un hiver très rigoureux à Providence. C'est même un hiver plutôt chaud par rapport aux autres. N'empêche qu'en janvier, il dit qu'il a une grippe. Alors évidemment, dans les conditions où il vit, qu'on n'appelle pas un médecin pour une grippe. On attend que ça passe. On appelle ça un refroidissement. Mais c'est une bonne dizaine de jours où c'est que de la fièvre, de la fièvre, de la fièvre. Alors ce qu'il appelle grippe, probablement, c'est évidemment l'émergence de ces symptômes de ce cancer très violent de l'intestin grêle. C'est seulement en février, le 16 février, qu'on appellera le médecin du quartier. Le docteur Cecil Calvert-Dustin. Immédiatement, le médecin prévient l'attente. Il s'agit d'un cancer en phase terminale. Il n'y a rien à faire. Le 27 février, il revient, il dit que l'état a empiré. Lovecraft tient le coup. Il tient le coup justement en combattant cette sensation de froid. C'est-à-dire, il y a les ballonnements du ventre. Je vous passe les détails qui sont sordides. Il y a la douleur qui est infernale. Et puis, il peut la compenser en faisant des bains chauds. Je pense qu'ils ont dans leur maison accès à de l'eau chaude. C'est pas si fréquent que ça. Je crois que c'est en 1924 qu'on a la trace dans les correspondances de Lovecraft de comment pour la première fois il va prendre une douche et comment
New York, à chaque fois que Sonia revient, une fois tous les mois ou une fois toutes les 2 mois, eh bien, il va dans les établissements publics prendre une douche. L'eau chaude, c'est pas si simple que ça. Mais dans ces dernières semaines, les seules choses qui lui feront supporter la douleur, ce sera de faire une grande bassine, se mettre le maximum dans l'eau chaude. Une baignoire, non, oh, ça va, oui. Même la nuit, il se trempera dans l'eau chaude. Immersion. Le docteur revient le 10 mars. Lovecraft notera, il le recommande à l'hôpital. C'est le 10 mars qu'une ambulance vient le prendre à College Street, l'emporte à l'hôpital, qu'on lui installe les drains, les perfusions, des antidouleurs. Espérons, il meurt le 15. Death Diary. Imaginez ça. 1er janvier, levé 7h du matin, écrit des lettres. On a quelques lettres, par exemple, dernière lettre à Clark Ashton Smith, date vers le 10 janvier, c'est une lettre qui fait au moins 15 ou 20 pages encore. Repos, 9h, chaleur. 1h de l'après-midi, j'écris. Je sors me promener dehors, rue Saint John, Sheldon, à Hope Street, que je connais bien, jusqu'au numéro 66. Je lis le journal. N'achetez pas le journal, on passe à la bibliothèque le lire. Déjeuner à la maison, lu l'histoire du Rhode Island. Madame Bonnet passe un coup de fil, on discute. Des arbres illuminés. Madame B.W. J'écris des lettres, je lis. J'éteins le soir à 00h30. 2 janvier, levé 8h du matin, j'écris des lettres, je lis les journaux, il pleut. Centre-ville, pour le cinéma, je vois Winterset. Tiens donc, vous voyez que c'est comme ça que ça s'enchaîne. Est-ce que vous allez m'aider sur ce coup ? En 1937, le film Winterset, qui sera le dernier film qu'a été voir H.P. Lovecraft. On cherche ensemble ? N'est-ce pas, Vincent ? Madame French appelle. Qu'est-ce que c'est que cette Madame française ? Je sais pas. On parle. J'écris. J'éteins à 00h30 le soir. Trouble digestif. Levé à 4h du matin. J'écris.
Je me recouche à 8h30 du matin. Ça, c'est l'ambiance. Là, c'est, a priori, le texte tel quel. Alors, c'est là où nous, il faut entrer. C'est-à-dire là où Robert Barlow dit « Je condense ». 6 janvier. Impression d'une énorme grippe. 10 janvier. Désordre digestif et mal à la jambe. 14 janvier. Cette détresse du ventre. Là, il y a une note très bizarre de Barlow qui dit 17 janvier au 23 janvier. 6 jours d'affilée. Et tout ce qu'il écrit, c'est troubles digestifs accentués. Alors, est-ce que Lovecraft a marqué chaque fois mais en tout cas, pendant 6 jours, c'est seulement ça qui reste. Sinon, Barlow l'aurait noté. 24 janvier. Les problèmes digestifs peut-être pires, mais je me sens moins swollen, enflé, gonflé. 26 janvier. Difficile de prendre du repos. 27 janvier. La respiration et la digestion font mal. Période de repos fréquente. Je révise l'histoire de Rimmel. Ce sera son dernier travail littéraire. C'est qu'il faisait des révisions payées. 28 janvier. Je termine la révision pour Rimmel. Note de Bob Barlow. Première semaine de février. La même chose. Mauvaise nuit, pas de repos, mal au ventre. 13 février. Donc est-ce qu'on perd? Est-ce qu'on perd pas? S'il y avait eu autre chose, Barlow l'aurait mis. Je continue. 13 février. Le mal au ventre qui continue. Et des complications. 15 février. Le mal augmente. Nuit sans repos. Troubles intestinaux. 16 février. Ce dont on a parlé un petit peu plus tôt via Yoshi. Passage du docteur Dustin. Il m'examine et ordonnance. Dr. Dustin arrive, examine and prescribe. Le docteur Dustin a dit cancer en phase terminale. À qui il l'a dit? À la tante Annie Gamwell. Apparemment, Lovecraft n'est pas prévenu. 17 février. Acute pain continue. Douleur aiguë, persistante. 20 février. Je me lève à 8h du matin. Mauvais jour. Beaucoup de gaz. Je range ma correspondance. Repos. Je lis le journal. Déjeuner à la maison. Repos. J'écris. Repos. J'écris et lis. Par intervalle. La douleur, par-ci, par-là. Off and on. La douleur. Va et vient. La douleur s'en va. La douleur vient. 21 février. Est-ce que c'est le dernier jour, donc le 20 février, où il écrit ces mots qui sont les plus fréquents, les plus... Je lis, j'écris, read, write. 21 février, douleur augmente. Je me couche à minuit, la pire nuit jusqu'ici. Dans le canapé ou dans le fauteuil, sa chaise Maurice à bascule. Il ne peut pas tenir allongé. 22 février. Repos intermittent quand la douleur le permet. 24 février. Je me lève up and down, irregularly in pain. Se lever. Est-ce que up and down, c'est simplement le moral, le réveil, ou c'est simplement qu'il arrive quand même à se mettre debout dans la douleur? 25 février, douleur intense. 26 février, repos mais douleur. 27 février, up and down, donc ça confirmerait bien se lever, se recoucher. Vomissement. La tante Annie, hey PG, c'est vrai, il la nomme toujours par ses initiales dans ses carnets. Téléphone au docteur Dustin. Je copie ses notes. Je lis le journal. Je me repose. Up and down encore. Pain encore. 1er mars. Annie téléphone à Dustin. Quel spécialiste consulter?
une énorme distension abdominale. De nouveau, je me sens enflé, swollen, douleur intense. Et apparaît un nouveau mot qui ne ressemble pas du tout à H.P. Lovecraft. Drowse, sommeiller. 2 mars, douleur, drowse, douleur intense, repos, grande douleur, douleur, sommeiller, douleur intense, repos, grande douleur. 3 mars, douleur, des gens qui appellent Brobst, douleur, douleur, pain, callers, Brobst, pain, pain. C'est-à-dire qu'il écrit 5 mots dans sa journée, mais ces 5 mots, c'est 3 fois le mot pain. 4 mars, pain worse, la douleur empire. Brobst call, c'est-à-dire que le brave Brobst vient prendre des nouvelles. Douleur empire, mauvaise nuit. Frequent immersions, c'est-à-dire la bassine avec d'eau chaude. 5 mars, pain intense. 6, Dr. Leet, call while in bath, c'est-à-dire le spécialiste enfin appelle. Il appelle alors qu'il est dans son bain chaud. Mauvaise journée. Hiders, pain. C'est très curieux parce que ce mot hiders fait partie des mots que Lovecraft utilise dans tous ses récits, et ces mots qui sont une horreur pour le traducteur parce que l'anglais en dispose plus que nous, et ils ont une fonction chez Lovecraft de choses de fluidification, d'ambiance. Hiders pain, c'est pas douleur hideuse, mais c'est le Hideus, des cauchemars du récit fantastique, du récit d'horreur qui maintenant vient dans la vie. C'est pour ça que ce Hiders pain nous fait si mal aussi, à nous. Je lis le journal, il continuera jusqu'au bout à lire le journal. Mauvaise nuit. 7 mars, Hiders pain. 8, weak, painless, pain. Faible, moins de douleur, douleur. Douleur, moins de douleur, douleur. C'est Baudelaire, dont Lovecraft avait une anthologie chez lui. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Ben pour Lovecraft, ça se tient pas tranquille. 9 mars. Douleur, do very little, je fais presque rien. Annie rappelle le docteur Leet. Douleur, je n'arrive plus à me nourrir. Très mauvaise nuit. 10 mars, pain and weakness, douleur, faiblesse. Brobst appelle. Brobst vient prendre des nouvelles, encore une fois. Merci Brobst d'avoir fait ça pour nous tous. Le docteur Leet rappelle, recommande l'hospitalisation. Prepare Hoff with APG to John Brown's Hospital. C'est-à-dire, le docteur Leet nous recommande l'hospitalisation. On prépare le départ avec Annie pour le John Brown, là où sont morts et sa mère et son père. Wait. Finalement, on obtient une chambre. C'est-à-dire, on attend et finalement on a une chambre. Annie reste pour le déjeuner. Leet appelle, très mauvaise nuit, vomissement. 11 mars. Et là on est à l'hôpital. Dernière fois que Lovecraft écrit des mots. Douleur. Le docteur Jones fait une prise de sang. Un bain. Douleur. Electric pad. Alors je pense qu'il y a un truc genre monitoring ou est-ce que c'est ce drain qu'on lui place à l'estomac. Annie téléphone. APG call. Voilà. Vous savez tout du Death Diary, puisque pour aucun de nous, il y a la possibilité d'en savoir plus. Alors il y a un autre lieu dans Providence qui pour moi a toujours été important, c'est au début de Benefit Street, bien avant la maison maudite. C'est juste presque au coin de College Street où il vivait, continue de vivre sa tante Annie, où il y a toujours sa bibliothèque, cette pièce qu'a photographiée Bob Barlow, juste à côté de l'Athenaeum, la bibliothèque qu'il aimait tant, qui était si importante pour lui, parce qu'elle était aussi la bibliothèque où Edgar Poe venait. C'est la maison mortuaire. En soi, c'est extrêmement banal, il y en a dans tous les quartiers à Providence. Une maison comme les autres, toute simple, sans fioriture. Simplement, les volets sont fermés. Ça sert de dépositoire. C'est là que, le 16 mars, on apporte Lovecraft au retour de l'hôpital et qu'il va attendre les 2 jours pour son enterrement. Bob Barlow arrivera le surlendemain.
Voilà l'histoire du Death Diary et ce qu'il contient. Qu'est-ce que ça a à voir avec la littérature? À la fois rien, à la fois tout. En tout cas, c'est comme ça que je le vis.